bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir de faire cette présentation avec Geneviève et Christian sur les bonnes pratiques pour l'exploitation des étangs aérés. Et donc, vous avez une jolie photo ici des étangs de Le Gardeur, dont Christian est en large partie responsable. Dans la prochaine diapositive, alors, des étangs aérés, on en a 527, ça c'est le bilan de 2013 qui représente sur les 823, 67 %. C'est maintenant 567 en 2017, soit 69 % des stations d'épuration au Québec, des STAR, qui sont des étangs aérés. Donc, c'est un nombre très important. Il y a beaucoup de petites municipalités qui utilisent cette technologie-là et elles n'ont pas toute l'expertise pour bien les exploiter. Et c'est pour ça que, dans le bas de ma diapositive, le guide des bonnes pratiques dont Geneviève va parler de façon plus approfondie tout à l'heure est mentionné. Et je ferai tout de suite un clin d'œil à Dominique tout à l'heure Dominique Claveau-Mallet, qui parlait des petites installations, de la façon de gérer l'assainissement autonome, la vidange des fosses septiques, la réglementation municipale. Alors, à nouveau, c'est un cas de différence entre les capacités des municipalités d'appliquer des normes et de développer des normes et de les faire appliquer. Et un guide de bonnes pratiques, c'est ce qui a été retenu, financé par le ministère de l'Environnement du Québec en collaboration avec Réseau Environnement. Et Geneviève va en parler tout à l'heure. Mais l'idée d'un guide de bonnes pratiques, c'est une idée à considérer pour s'occuper de cet enjeu. Alors, dans les enjeux pour les étangs aérés, en termes de partenariat, donc, il y a des différents rapports qui ont été publiés. L'intérêt des enjeux, c'est que ça permet d'avoir des rapports qui sont faits sur le sujet, des articles scientifiques sont publiés. Ça peut même influencer le guide du ministère de l'Environnement sur la conception des procédés, guides des technologies conventionnelles. Et puis, évidemment, il y a des collaborations entre universités, centres de développement technologique, des technologies cégep, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, consultants, fournisseurs, et évidemment les municipalités qui sont au cœur des enjeux. Alors, parmi les éléments qui ont été considérés, les enjeux principaux, il y a la question de la toxicité, avec une nitrification qui est saisonnière. Il n'y a pas, à ma connaissance, de station qui est capable de faire la nitrification à l'année, et il y a une bonne proportion des étangs, par contre, qui sont capables de faire une nitrification pendant la période estivale. Pas toutes, il y en a qui sont surchargés, qui n'y arrivent pas, mais quand même, il y en a. Quelles sont les conditions pour permettre d'améliorer? Et là, la gestion des boues, dont je vais parler tout de suite après, là, c'est un des facteurs qui influence de façon significative. La DBO5, les critères de conception, ça, c'est la norme directement qu'on a pour les stations. Et donc, le fait d'avoir une augmentation de charge, de débit, fait en sorte qu'une technologie qui a été souvent implantée, c'est de rendre le premier étang complètement mélangé ou même d'installer un MBBR pour soulager la charge organique aux étangs qui arrivent en aval. Et là, à ce moment-là, si on a un étang complètement mélangé ou un MBBR, bien, l'étang 2 reçoit beaucoup plus de solides qui ne sont plus retenus dans le premier bassin ou le MBBR. Et donc, ça, la façon de le concevoir est différente. Il y a des articles qui ont été publiés sur le sujet suite à des collaborations antérieures et puis des projets antérieurs. Et ce qui a été constaté aussi, c'est un enlèvement rapide de la DBO5 filtrable, mais le ministère, dans le guide de conception, ne distingue pas entre DBO total et filtrable. Et le fait de savoir que la DBO filtrable est rapidement enlevée, pratiquement 90 % après le premier étang, c'est important de le réaliser. La question du temps de rétention hydraulique requis en aval d'un bassin complètement mélangé, d'un premier bassin complètement mélangé ou MBBR de 12 jours, ça peut être remis en question aussi. Il y a des travaux qu'on a fait sur le sujet. L'ajout de procédés à biofilm, ça peut être fait en amont, en aval, aussi si on veut assurer un polissage, un meilleur respect de la norme DBO5, par exemple. Et puis, si on veut retenir des matières en suspension, bien, on peut faire du post-traitement par microfiltration, floculation lestée. Et la floculation lestée peut être mise en opération de façon intermittente, ça démarre rapidement. Donc, c'est une solution qui a été retenue pour la station des étangs aérés de Rivière-du-Loup, notamment. La question de la gestion des boues, grand enjeu qui est important parce que les coûts de vidange, ça se quantifie en centaines de milliers de dollars et facilement pour les stations. Et donc, la question de la prévision d'accumulation et pour bien gérer cette accumulation est importante. Et typiquement, en période hivernale, quand l'aération est réduite dans les étangs, c'est là que se passe le plus d'accumulation parce que la température est froide aussi. Et c'est pendant l'été que là, il y a une demande en oxygène qui est accrue pour stabiliser toute cette matière-là. Avec l'augmentation de l'aération, ça fait un brassage et il y a des risques de perte de matière en suspension d'effluent. Donc, de là l'importance de gérer les pourcentages de boue
15% de la limite qui est proposée d'occupation de boue dans les étangs. Parfois, il y a des stations qui vont plus que ça, parce qu'on a vu du 35 dans certains cas. Et là, ça commence à poser des problèmes au niveau du respect des exigences, surtout pour certaines saisons. Donc, il y a le guide des bonnes pratiques dont Geneviève va vous parler dès la prochaine diapositive. Alors, merci Yves. Donc, bonjour à tous. Geneviève pour préparer le guide de bonnes pratiques de gestion et d'exploitation des étangs aérés. J'attire votre attention sur le fait que le mot facultatif a disparu. Maintenant, on utilise l'expression étang aéré. Et donc, je travaille en collaboration avec Pierre-Luc Bellemare, qui est un ingénieur civil qui soutient beaucoup les petites municipalités, et puis Martina Hoft aussi, qui est une biologiste et technicienne en gestion des eaux. Et on est soutenu et validé par les membres du comité sur les étangs aérés, comité technique de réseau environnement, dans lequel le ministère est présent aussi. Donc, les objectifs du guide, ce sont principalement d'aider les gestionnaires municipaux non spécialisés en traitement des eaux usées à se familiariser ou se mettre à jour avec les exigences réglementaires et ministérielles, puis le fonctionnement de la station d'épuration. Donc, les 2 premiers chapitres du guide portent sur ces sujets-là. Mais un des objectifs du ministère était beaucoup de fournir des outils aux petites et moyennes municipalités. Évidemment, les grandes villes pourront le consulter aussi. Mais donc, pour faciliter le suivi d'exploitation, puis cibler les actions permettant d'optimiser le traitement. Donc, c'est vraiment un guide qui est autant pour les gestionnaires mais beaucoup aussi pour les opérateurs et les superviseurs des stations d'épuration. Et le tout, voulant aussi favoriser une saine gestion municipale. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus en détail le contenu du guide à venir. Donc, la publication est prévue à l'hiver 2022. La rédaction est bien avancée. Là, on est dans une phase de validation en ce moment. Donc, j'ai déjà parlé des 2 premiers chapitres. Ensuite, on va aussi avoir des chapitres un chapitre sur l'échantillonnage, les mesures puis les analyses, donc plusieurs bonnes pratiques à ce niveau-là. L'évaluation des performances annuelles de traitement, l'ajustement des procédés et l'optimisation des performances de traitement, l'entretien, qui est parfois peut-être pas suffisant dans plusieurs municipalités. Donc, il va y avoir tout un tableau qui va résumer les bonnes pratiques au niveau de l'entretien, autant préventif que l'entretien complet. Ensuite, les problèmes courants, règlement municipal et rejet à l'égout. Donc, ça, on s'adresse de nouveau un petit peu plus aux gestionnaires. Un chapitre sur la santé-sécurité, la gestion des boues et un volet aussi gestion et administration. Et donc, maintenant, je vais attirer votre attention plus sur le volet problèmes courants et pistes de solutions, auquel j'ajoute pour le bien de la tribune pistes de recherche, parce que souvent, je pense que quand vous vivez des problèmes, ça peut être, c'est pas intéressant pour vous, mais ça peut être intéressant d'un point de vue de recherche pour les chercheurs. Donc, ça peut être peut-être cette diapo-là vise à vous faire réfléchir à des problèmes que vous pouvez vivre et qui pourraient justement intéresser certains chercheurs. Donc, il y a des problèmes qui peuvent être au niveau de l'exploitation, comme un manque d'oxygène dissous, un mauvais dosage de coagulants. Puis ici, je pense aux CETO, entre autres, qui ont une grande expertise à ce niveau-là. Donc, je suis collaboratrice avec le CETO aussi, donc je me permets d'en glisser un mot au passage. L'encrassement des lampes UV, la remontée de boue, les odeurs, donc toutes sortes de problèmes qui sont fréquemment vécus. Puis sinon, je pense qu'au niveau de la recherche, Yves en a parlé, ça a été mentionné plus tôt aussi, là, tous les problèmes de performance qui peuvent intéresser les chercheurs des différents centres de recherche universitaires et collégiaux. Donc c'est ça, je n'irai pas dans le détail là, comme Yves en a déjà parlé, mais je vais maintenant laisser la parole à Christian qui va vous présenter quelques études de cas. Donc, Christian, à toi. Merci Geneviève. Donc, Christian Boulanger, je suis chef de division à la ville de Repentigny. Et donc, je vais vous présenter quelques enjeux auxquels on a eu à faire face aux étangs aérés du secteur Lagardère dans les dernières années. Donc, on avait une problématique avec des grilleurs courbes 12 mm qui laissaient passer des débris plastiques, des préservatifs, la soie dentaire, cheveux, etc. Et ça générait des filasses sur même les têtes d'aération Atara. Donc, des filasses qui peuvent atteindre parfois même quelques kilos.
Donc, il y avait aussi les matières plastiques, là, donc beaucoup des applicateurs tampons qui se retrouvaient sur les berges ou qui coulent aussi, puis vont créer des corps étrangers dans les boues. Donc, comme on veut valoriser les boues ultimement, ben c'est aussi un enjeu, une problématique. Donc, lorsqu'on a rénové, remplacé le pré-traitement des installations, on a installé des dégrilleurs escaliers 6 mm qui donnent des performances au-delà du 6 mm avec le tapis qui se forme en surface, là, dépendamment de la gestion qu'on peut en faire. Donc, prochaine diapo. Au niveau du système d'aération, donc, on avait une consommation électrique qui était importante, qui était due à 4 soufflantes mécaniques à vitesse fixe qu'on avait en place depuis 1996. Et on avait aussi des concentrations d'oxygène dissous qui étaient très, très variables quotidiennement, donc des journées très hauts, des journées très bas. Nécessairement, c'est lié aux charges organiques variables là, qui peuvent entrer aux étangs aérés, incluant donc un secteur industriel là, qui nous amène certains enjeux, certains rejets. Donc, on a implanté lors des travaux des 4 turbosoufflantes à vitesse variable. Et on a implanté aussi par la même occasion, ce qui était moins fréquent ces derniers, à venir il y a quelques années, une boucle de contrôle au niveau de l'oxygène dissous. Et donc, la boucle de contrôle, on a servi la vitesse de 1 ou 2 soufflantes selon le besoin. Et on lie l'oxygène dissous à la sortie de l'étang 1. Donc, c'est notre point de contrôle où on va fixer une consigne de 2 mg par litre et on opère comme ça depuis 2013. Donc, nécessairement, c'est une boucle de contrôle qui est très temporisée pour que ça puisse fonctionner. Prochaine diapo. Donc, on utilise des sondes en continu qui nécessitent très peu d'entretien. C'est des sondes qui sont implantées dans les chambres de transfert inter-étangs. Donc, on mesure l'oxygène dissous, la température à la sortie de chacun des 4 étangs. On mesure aussi les matières en suspension via une mesure de turbidité à la sortie de l'étang 1 et de l'étang 4. Et on mesure le pH et les nitrates à la sortie de l'étang 4 ou à l'effluent. Donc, c'est le même point. Ça demeure un outil d'opération très, très valable et très intéressant. Donc, on peut, avec les mesures qu'on a, aller voir et choisir le nombre de rampes qu'on va utiliser périodiquement dans nos étangs. Et ça permet surtout un diagnostic rapide du procédé de traitement quotidiennement, donc pour voir s'il y a des problématiques qui se dessinent ou s'il y a des ajustements à faire au niveau du procédé. Comme on le sait, les étangs aérés, assez souvent, c'est géré avec une sonde à oxygène dissous portative et on fait souvent les mesures au mieux une fois par semaine. Donc, le fait de l'avoir en continu, ça amène un intérêt certain. Et au niveau des données, bien, nécessairement toutes les données cumulées, dans notre cas qu'on cumule depuis 9 ans, bien, c'est sûr que c'est des données de recherche là, qu'on partage aux besoins selon les recherches en cours. Donc, prochaine diapo. Donc, pour améliorer le bilan d'étang aéré, puis dans notre cas, et comme dans beaucoup de cas, qui a un volet commercial industriel, donc on reçoit des eaux usées provenant du commercial et de l'industriel. Ça amène avec le temps des dépassements de charges hydrauliques et surtout des dépassements de charges organiques. Donc, ça, c'est vraiment une problématique de dépassement de la conception des installations.
Et on a eu aussi une problématique de contaminants non compatibles avec une station municipale. Donc, par exemple, une ou deux industries qui envoyaient, donc qui faisaient des rejets au réseau d'égouts qui dépassaient les normes réglementaires, donc par exemple en toluène ou en anylphénol éthoxylate. Donc, le règlement de la CMM, donc on fait partie de la CMM, nous a aidé à encadrer ces rejets-là, mais on a aussi mis en place un règlement municipal complémentaire qui vient ajouter des normes de charge pour différents paramètres courants DCO, MES, phosphore et azote. On a intégré aussi à ce règlement-là l'obligation pour les entreprises visées, le regard d'échantillonnage et l'auto-échantillonnage qui est prévu au règlement de la CMM, mais nous, on le demande, c'est ça, il faut le produire. Donc, l'entreprise, pardon, doit le produire à chaque trimestre. Et on a mis en place aussi une tarification là, du débit et éventuellement des charges qui dépassent les normes prévues. Il y a un petit graphique là, qui est présent sur la diapo. Donc, c'est de 2013 à 2019, on voit que le débit a augmenté légèrement. Alors que la mise en application, le suivi qu'on a fait des deux règlements d'assainissement ont permis une réduction substantielle là, de la DCO, des charges en DCO, en MES et en DBO5, qui nous ont permis de ramener les entrants, donc les affluents aux étangs, dans les normes de conception de nos installations, alors que plusieurs années auparavant, on dépassait de façon importante là, les normes de conception. Donc, l'application réglementaire, ça nous permet aussi de préserver la qualité des boues qui, en toute fin, vont être valorisés après X années. Et on voit aussi que les investissements futurs, soit en quantité, autant au niveau hydraulique que pour les charges organiques, mais ça va nous permettre d'éviter d'avoir des investissements pour des surcharges qui doivent, dans notre cas, être gérées par chacune des entreprises qui contribuent au rejet aux égouts. Alors, voilà, c'est très, très bref, mais ça fait un petit topo. Merci.